Fête de la Tabaski hier à travers le monde. Dans cette édition, nous reviendrons sur cette célébration à la Mecque. Au Soudan du Sud, la guerre a atteint l'éducation des enfants. 1 400 000 d'enfants non scolarisés. Fin du mandat pour Martin Kobler en RDC. Le représentant de l'ONU a fait ses adieux mercredi. Nouvelle édition du journal sur Sika. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Au lendemain du rétablissement des autorités de transition au Burkina Faso, les habitants de Ouagadougou reprennent leur vie normale. Premier signe tangible d'un retour à la normale. Les banques et les stations d'essence fermées ces derniers jours avaient rouvert jeudi, donc jour férié pour la Tabaski, l'appellation ouest-africaine de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Plusieurs milliers de personnes ont prié dans la matinée sur la pelouse et dans les gradins du stade municipal à proximité du centre-ville pour la fête du sacrifice. Le grand imam de Ouagadougou, Sana Aboubakar, a prié pour la paix grâce à laquelle le Burkina est revenu au calme. Dans la foulée, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, après avoir rencontré des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest venus en médiation, se livrait droit dans ses bottes à un mea culpa aussi surprenant qu'inhabituel devant des journalistes médusés. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué jeudi le rétablissement du régime de transition. Puis au Sénégal, la fête de la Tabaski a été célébrée dans la division. Si pour beaucoup de Sénégalais, c'est ce vendredi, le jour de l'Aïd el-Kébir, d'autres ont célébré jeudi chez la fête de Tabaski. Voici le reportage à Dakar de Cheikh Berté, notre correspondant au Sénégal. Contrairement à la fête du Ramadan, dont la célébration est conditionnée à l'apparition de la lune, marquant la fin du jeûne, le jour de la fête des Tabaski est à des controverses. Une fois de plus, le Sénégal est en train de fêter la Tabaski dans la division, prévue pour le vendredi 25 septembre selon les comités de croissance lunaire du Sénégal. Ils étaient nombreux, ces fidèles, à célébrer ce jeudi la fête de l'Aïd el-Kébir. J'étais venu prier, Eid, une prière que nous faisons pour perpétuer le sacrifice d'Abraham. C'est le 10e jour de ce mois. Et donc c'était pour nous l'occasion de venir prier. Et après nous allons faire comme tous les musulmans, perpétuer le sacrifice d'Abraham. Hier c'était l'Arafat. L'Arafat, le lendemain c'est la Tabaski. Néanmoins, les pays frontaliers du Sénégal, entre autres le Mali, la Mauritanie ou encore la Guinée-Conakry, ont célébré ce jeudi la fête du mouton, tout comme l'écrasante majorité du monde musulman à travers le continent. Le Sénégal réédite alors sa division dans la célébration d'une fête, comme lors du Ramadan passé. Une particularité sénégalaise que ses fidèles considèrent comme une question d'orientation. Je ne veux condamner personne, mais je dis que hier, au Sénégal, tout le monde a observé Arafat. La plupart des Sénégalais ont jeûné. Et donc Arafat, nous savons tous que c'est le 9e jour. Et si nous étions tous d'accord hier que c'était le 9e jour, je ne vois pas comment aujourd'hui nous pouvons avoir un deuxième 9e jour. Nous sommes sûrs et certains que c'est la fête aujourd'hui, dans la mesure où le 9e jour, c'est le jour de Arafat, la grande rencontre d'Arafat qui s'est effectuée hier. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. Et le lendemain de Arafat, c'est fortement la fête. Dans ces pays où il existe plusieurs confréries musulmanes, les jours des ramadans et des fêtes ont très souvent été célébrés ainsi, une façon qui ne surprend plus les Sénégalais. Mais quels que soient les jours de la fête prévus pour les uns ou les autres, les familles religieuses du pays tirent toujours dans le même sens. Parlons à présent d'un drame survenu en Arabie Saoudite jeudi. Plus de 720 fidèles musulmans ont été tués et des centaines d'autres blessés dans une bousculade à Mina, près de la Mecque. Il s'agit d'un des pires drames à frapper le grand pèlerinage dans le premier lieu saint de l'islam. Reportage.
Depuis l'annonce de cette tragédie, la plus meurtrière a endeuillé le Hadj depuis 25 ans. Le bilan des victimes de différentes nationalités n'a cessé de grimper, faisant craindre un nombre de victimes encore plus lourd. Selon un responsable du ministère de la Santé, la bousculade s'est produite lors du rituel de la lapidation de Satan, qui consiste pour les pèlerins à jeter des cailloux vers 3 stèles le représentant. Un choc entre une marée humaine quittant l'une des stèles et une foule venant en sens inverse a provoqué le drame. Dans la première réaction officielle après le drame, survenu au premier jour de l'Aïd el-Adha, le ministre de la Santé a attribué la bousculade au manque de discipline des pèlerins. Selon le dernier bilan fourni par la défense civile, 717 personnes ont péri et 863 ont été blessées dans la bousculade. L'Iran, qui a eu 43 morts parmi ses pèlerins, a attribué la tragédie à des failles dans le dispositif de sécurité. 4 hôpitaux ont été réquisitionnés ainsi que 220 ambulances et des hélicoptères dans le cadre des opérations de secours. Ce drame est le deuxième à endeuiller des pèlerins musulmans cette année, après celui du 11 septembre, dans lequel 109 personnes ont péri dans l'effondrement d'une énorme grue sur le chantier d'agrandissement de la grande mosquée à la Mecque. Sur les 7 accidents majeurs ayant frappé le Hadj depuis 1990, 6 ont eu lieu lors du rituel de lapidation. Le Hadj, l'un des 5 piliers de l'islam, a rassemblé cette année environ 2 millions de pèlerins, selon des statistiques saoudiennes. En Ouganda, la coalition de l'opposition a annoncé jeudi avoir échoué dans la désignation d'un candidat unique à la présidentielle de 2016. Les 2 principaux opposants, Kizza Besigye, opposant historique et dirigeant du Forum pour le changement démocratique, et Amama Mbabazi, Premier ministre jusqu'en 2014 et qui a rejoint l'opposition après être tombé en disgrâce, partent en rang dispersé contre le président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Les détails dans ce reportage. Plusieurs jours de pourparlers entre les 8 formations de l'Alliance démocratique n'ont pas permis de trouver un accord sur un nom, ni de départager les 2 principaux aspirants, Kizza Besigye, opposant historique et dirigeant du Forum pour le changement démocratique, et Amama Mbabazi, ancien Premier ministre du président Museveni, jusqu'en 2014. Ce dernier a rejoint l'opposition après être tombé en disgrâce pour avoir fait campagne au sein du mouvement national de résistance contre l'investiture de Museveni. 2 camps se sont donc formés au sein de cette alliance. D'abord, ceux qui pensent que Mbabazi a de meilleures chances de victoire contre Besigye et ceux qui estiment que ce dernier est plus légitime que l'ancien Premier ministre limogé. Au pouvoir depuis 1986, le président Yoweri Museveni devra attendre les prochains jours pour connaître son challenger si l'opposition le décide. En RDC, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, est en fin de mandat. Il a présenté ses adieux à la presse le 23 septembre lors de sa dernière conférence hebdomadaire de MONUSCO. Dans son discours, il juge son bilan positif et quitte la RDC avec un sentiment de satisfaction, de fierté, mais aussi de regret. Yeyet Mabinga, notre correspondant en RDC. Après 2 ans en République démocratique du Congo, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, quitte la RDC. Arrivé le 13 août 2013, il prétend apporter un plus dans la gérance des conflits, une expérience qu'il a acquise dans des différentes missions, notamment en Irak et en Afghanistan. Dans son adresse à la population congolaise, Martin Kobler a l'assurance de revoir ce grand Congo. Mais le plus important serait de conserver son institution. Je ne dis pas adieu aujourd'hui, je dis au revoir. Au revoir parce que je suis sûr plus tard je vais revenir dans ce pays parce que je dois dire au début, parlant des sentiments, Félix, alors je suis tombé en amour. Tombé en amour avec le Congo, avant tout avec sa population, avec le peuple congolais. Merci bien pour ça, mais on a un remplacement. Le remplacement fait le job, le boulot comme moi. C'est l'institution qui compte, les Nations Unies. Nous sommes tous basés ici sur le mandat. Merci. Il quitte la RDC avec un sentiment de satisfaction, car fier des résultats obtenus dans le cadre de la pacification et de la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette satisfaction n'est pas totale toutefois. Martin Kobler a exprimé sa frustration à cause de certains objectifs non atteints.
C'est pourquoi il plaide pour un calendrier électoral réaliste, les financements des élections en 2016, la tenue des élections crédibles et transparentes conformément à la Constitution et à la favorisation de la liberté d'expression de l'opposition et de la société civile. Alors utiliser la parole et pas la violence ici. Un processus électoral paisible, transparent, respectant les droits de l'homme, respectant aussi l'opposition et donner un espace politique pour l'opposition et la société civile. Martin Kobler a exhorté la population congolaise à se prendre en charge car l'instauration de la paix demeure un grand processus en République démocratique du Congo. Au Soudan du Sud, déchiré par la guerre, l'illettrisme atteignait déjà 70% avant que les derniers conflits ne commencent en décembre 2013. C'est l'un des pires taux au monde. À présent, après presque 2 ans de guerre, 1 400 000 d'enfants ne sont pas scolarisés et ceux qui le sont encore manquent d'enseignants et de livres. Quelques acteurs du secteur éducatif s'expriment. Imaginez, vous pouvez avoir 150 élèves dans une seule classe. Donc cela veut dire qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que leur apprend l'enseignant. Les enfants sont le futur du Soudan du Sud. Ils sont les leaders de demain. Et ces enfants sont ceux qui vont nous sortir du cercle de la violence que nous voyons ici. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'espace dans ces écoles et peu d'enseignants. Donc, nous devons avoir des classes remplies jusqu'à 200 étudiants par professeur. Cela montre que même si ces élèves veulent désespérément une éducation, ils ne peuvent y avoir assez, que ce soit pour les salles de classe ou la qualité de l'enseignement dont ils ont besoin. La Cour internationale de justice s'est déclarée compétente jeudi pour juger le conflit territorial soumis par la Bolivie. Cette dernière réclame un accès à l'océan Pacifique perdu à l'issue d'une guerre contre le Chili au XIXe siècle. La Cour rejette l'exception préliminaire soulevée par la République de Chili. Les dispositions pertinentes du traité de paix de 1904 ne traitent ni expressément ni implicitement de la question d'une obligation de négocier avec la Bolivie un accès souverain à l'océan Pacifique. La Cour internationale de justice a ainsi tranché jeudi, soulignant qu'il lui est demandé de déterminer si le Chili est obligé de négocier et non de déterminer une frontière garantissant un accès bolivien à l'océan. Le Chili avait déposé une exception préliminaire affirmant que la Cour internationale de justice n'avait pas compétence pour juger le différend. Sur la question, la Bolivie avise. Il ne s'agit pas d'un acte hostile contre le Chili, ni un acte qui menace ou modifie le système international des frontières. Nous sommes convaincus que ces procédures qui vont continuer nous amèneront à tenir un dialogue qui portera ses fruits. Un dialogue qui va nous aider à construire des ponts et surpasser ces barrières qui nous séparent encore. La Bolivie est enclavée depuis plus de 130 ans. Elle avait été amputée de 120 000 km² de son territoire, dont une bande de 400 km de littoral, à l'issue de la guerre du Pacifique perdue avec le Pérou contre le Chili. Après de nombreuses tentatives de négociations infructueuses avec Santiago, La Paz a finalement déposé en avril 2013 une plainte devant la CIJ, plus haut organe judiciaire des Nations Unies. Un examen sur le fond n'est pas attendu avant plusieurs mois. Tout est bien qui finit bien.